Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'épisode 109, on va parler de draft, on va parler tout simplement de 109, de futurs joueurs NBA. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu aux romantiques du basket. On va un peu parler aux amoureux de la balle orange et on va parler à toutes les reines parce qu'aujourd'hui, on va parler de Derrick Queen. Du coup, pour un épisode très spécial, je vais recevoir bien entendu Baptiste, mais aussi FD qui, encore une fois, va pouvoir nous éclairer avec ses lanternes de scout générationnel. Alors, je vous invite tout de suite à vous brancher sur l'épisode, juste après l'intro. Et bonjour à tous. On commence directement dans le vif du sujet. Comment vas-tu, FD ? Bah, ça va super, l'intro était formidable. Très content de parler romantisme avec deux romantiques tels que vous-même. Donc, C'est vrai. très content d'être là. L'été arrive, le soleil est là, même à Nancy, même à Strasbourg. Donc tout va bien. Bah, parfait. Et toi, Baptiste, comment ça roule dans le sud ? Écoute, l'été est déjà là. Et je L'été suis très... ne t'a jamais quitté. L'été ne m'a jamais quitté, l'été est en moi. Et je suis très content. C'est un podcast c'est le podcast qui me tient le plus à cœur de l'année. Je le dis. J'ai hâte de le réécouter dans soit un an quand il sera plus en NBA, soit dans 10 ans quand il sera double MVP. Mais non, il fallait une pointure, il fallait un roi du scouting. Donc je suis trop content qu'il y ait FD. Et j'ai hâte d'avoir cette belle discussion qui s'annonce fun et comme dit je pense que j'ai aussi besoin d'être éclairé et d'être freiné sur mon enthousiasme sur Derrick Queen. Non, mais c'est ça qui est beau, je trouve, c'est quand on arrive quand même à se rendre compte qu'on peut encore tomber amoureux de joueurs qui sont peut-être pas forcément faits pour être hyper impactants, hyper efficace finalement, hyper élite dans les métriques un petit peu hyper importantes ou alors ce que les gens appellent avancées. On va dire qu'on n'a pas que les analytics en nous finalement et qu'on peut aussi tomber de joueurs parfois qui ressemblent plus à des ovnis basketballistiques que à des joueurs générationnels, mais pour autant, il y a les dimensions parfois physiques où il y a le toucher ou le sens du jeu qui font qu'on a quand même un petit peu envie de tomber dans le panneau. Et du coup, aujourd'hui, on vous invite à venir voir le panneau de plus près et voir si on a envie de tomber dedans. Du coup, on va parler de Derrick Queen qui fait 6'10 en chaussures avec 7 d'envergure. Donc en gros, il fait 2m6 et il a une envergure de 2m13. On avait fait l'épisode de Noah Penda il y a pas très longtemps. Concrètement, il est un poil plus grand que Noah Penda et il a pas beaucoup plus d'envergure. Et on m'indique d'ailleurs dans l'oreillette que voilà, il donne pas sa part au chien à la cantine. Il préfère un peu même prendre du rab. Donc voilà, on a un joueur qui est quand même bien en forme et ça peut être positif comme négatif selon où est-ce qu'on se met dans le scope. Il y a des joueurs qui peuvent paraître parfois, entre guillemets, grassouillés ou un peu en forme, mais qui arrivent quand même à être ultra athlétiques. Wink wink Nikola Jokic, wink wink Doncic, qui sont vus comme des joueurs peut-être patos, mais qui sont en réalité bien plus athlétiques que n'importe quelle personne qui écoute ce podcast. Ensuite, gros red flag peut-être un peu plus sur, encore une fois, sa carte d'identité, son passeport, c'est son âge qui est, entre guillemets, avancé, parce qu'il est de 2004, donc rookie dans sa 21e année. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est reste un intérieur, donc qui jouait souvent à côté d'un autre intérieur à Marineland, qui a aussi joué à Monteverde avec notre ami Cooper Flagg. Et du coup, on va commencer peut-être un petit peu par l'attaque. Et dans l'attaque, il y a des métriques qui sont très intéressantes, comme le fait que ce soit un driver qui fasse presque 2m10 et qu'il ait une très bonne capacité à provoquer des lancers francs. Mais peut-être pour vous en dire un peu plus sur l'attaque, je vais laisser parler Baptiste. Baptiste, est-ce que pour les gens pour les aveugles qui nous écoutent et les gens qui n'auraient jamais vu Derrick Queen jouer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui passe quand Derrick Queen est en attaque avec le ballon ? Donc c'est là que je fais ma vente, c'est ça ? C'est ça. Non, en fait, je pense que pour faire vraiment les grandes lignes et un peu après rentrer dans les détails, le profil de Derrick Queen et tout l'attrait du profil de Derrick Queen,
c'est que c'est un joueur, comme tu as dit, qui est quand même assez grand, assez imposant et qui peut être un créateur de jeu. Parce que finalement, c'est un joueur qui est parfois décrit comme un joueur de post-up parce que, on va y revenir, mais il a un jeu au post-up qui est assez avancé, même s'il est pas forcément parfait. Mais je trouve que c'est en fait avant tout, moi, ce qui me plaît avec lui, c'est que c'est, comme tu l'as dit, un joueur de face-up, de drive, qui a des qualités physiques qui sont, je pense, grandement sous-estimées. Et c'est un joueur qui est aussi je trouve, très bon passeur, qui est capable de lecture très avancée pour son poste. Ce que j'adore, c'est qu'il peut parfaitement s'adapter aussi à ce que fait la défense. Il réagit très vite. Il y a beaucoup, tu vois, sur short roll des touch pass ou des choses comme ça. Et c'est un joueur qui parfois, on va dire, est un peu limite trop avancé dans ses passes, trop optimiste. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve est super important chez un prospect et qui est pas forcément négatif. C'est d'être capable de tenter ses passes, d'être capable de les voir et de les tenter. Par exemple, il y a souvent des passes au post-up où là, j'en ai une en tête que j'avais postée il y a quelques mois, il y a quelques semaines sur Twitter où il est au post-up, il voit directement qu'il y a une fenêtre de passe dans le corner opposé et il va tenter une espèce de skip pass en bras roulé derrière son épaule, enfin derrière sa tête avec la main gauche. Alors la passe elle est pas ultra précise, mais tu vois, être capable de tenter ce genre de choses, c'est super positif. Et du coup les grandes lignes pour moi c'est vraiment ça. Les grandes lignes positives, parce qu'après il y a aussi des points négatifs, c'est que finalement c'est un créateur de jeu qui est assez moderne finalement. On pourrait dire que c'est un joueur un peu pas du tout moderne parce que il est beaucoup orienté post-up et c'est vrai que ça fait partie de son jeu, mais finalement tu as ce côté où tu peux vraiment créer de l'attaque avec lui et créer des bons tirs encore et encore. Voilà. Et FD, toi aussi qui l'as vu du coup jouer, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu rejoins pas forcément Baptiste, ou est-ce qu'il y a des choses que toi t'aurais peut-être plus ou moins mis en avant, ou des choses qui t'ont plus interpellé? Non, sur ce que dit Baptiste, je rejoins la plupart des choses. Juste pour parler de l'athlétisme du côté athlète. C'est vrai que c'est clairement pas un athlète explosif. T'as parlé Azad de son profil physique. C'est pas quelqu'un qui va vite, que ce soit horizontalement, ou qui va très haut verticalement. Tu peux le voir notamment sur son nombre de dunks sur la saison qui est très bas pour un joueur qui a eu autant le ballon en attaque. Mais non, c'est un créateur de face-up. On a vu Maryland lui donner beaucoup de situations d'isolation à partir du poste haut, que ce soit en début de possession ou bien surtout, et c'est là qu'il a été, je trouve, le meilleur, et là où la transposition sur le jeu NBA est la plus facile, c'est sur son jeu en pick and roll, où en fait c'est pas quelqu'un qui va faire un deep roll vers le panier et qui va finir en alley-oop ou qui va finir en dunk. Par contre c'est un excellent joueur de short roll, donc qui va poser son écran puis juste rentrer à peu près au niveau de la ligne des lancers francs. Et après, à partir de cette situation-là, il est vraiment excellent, que ce soit pour attaquer le panier avec des Eurostep en provoquant des fautes. Il a déjà cette faculté-là à aller se jeter dans les bras du défenseur et provoquer des fautes. Ou bien faire des passes comme l'a dit Baptiste sur le playmaking. Moi là où je l'ai préféré vraiment, c'est après le short roll, sur sa lecture de jeu, que ce soit en drive ou que ce soit en passe. Et juste un dernier aspect, Baptiste a mentionné un très bon jeu posté, ou en tout cas il a beaucoup été utilisé en jeu posté. C'était un petit peu l'identité de cette équipe de Maryland avec Julian Reese qui était l'autre intérieur qui jouait aussi posté. Il faut aussi parler de son très bon jeu d'appui, son très bon footwork, notamment au poste bas, mais aussi sur ces situations de short roll, où le fait qu'il ait de très bons appuis lui permet de mettre très vite la balle au sol et de naviguer dans des espaces qui sont assez restreints. Ouais. Et là on a parlé de pick and roll, est-ce qu'on peut le retrouver des deux côtés du pick and roll, comme ce serait un peu aussi un porteur de balle, ou sur des actions de pick and roll, Baptiste, on l'a retrouvé essentiellement en tant que poseur d'écran? Alors, on l'a beaucoup plus retrouvé en poseur d'écran, évidemment. Mais on l'a retrouvé aussi sur des pick and roll inversés. Et c'est vrai que là-dessus, c'est pas là où il a été le meilleur, mais je pense que c'est un upside complètement possible avec lui.
Et là où je l'ai beaucoup aimé aussi, et finalement ça en revient aussi parfois un peu à ce qu'on dit, mais c'est pour parfois trouver des petites drop-off passes pour l'autre intérieur, que ce soit après un pick and roll ou sur l'isolation. Et encore une fois, je pense qu'on revient à son jeu de drive. Et en fait, pour moi, du coup, si je rentre un peu dans le détail de ce que j'aime dans son jeu de drive, c'est déjà, comme l'a dit FD, il y a son jeu d'appui, où quand tu le regardes un peu dans le détail, dès qu'il reçoit la balle, il est presque systématiquement sur la pointe des pieds. Et il commence toujours sur la pointe des pieds, et ça lui permet de s'orienter un petit peu mieux, et d'être très très rapide sur ses premiers appuis. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a une capacité ensuite à descendre assez bas le ballon pour sa taille. C'est vraiment assez impressionnant. Et il a vraiment, je pense, des quadris. C'est un joueur qui a des très grandes jambes, mais qui a, je pense, des quadris qui sont qui sont en béton armé. Et il a vraiment cette capacité à descendre le ballon. Et c'est pour ça que, pour moi, le handle est un peu réel en fait avec lui. Parce qu'il a cette capacité à vraiment déséquilibrer les intérieurs un peu plus classiques. Et face au mismatch, peut-être que je laisserai FD développer, mais sur le post-up, il a aussi beaucoup il a un très bon jeu pour punir les post-up face au mismatch plus petits. Et pour finir, pour moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est vraiment un aspect de son jeu sur le drive, mais c'est sa capacité à décélérer en fin de drive, à soit se créer le lay-up avec un coup d'épaule parce qu'il a la puissance physique, soit à décélérer, et en fait, il va toujours, comme l'a dit FD, faire un peu comme Paolo Banchero. Moi, il me fait beaucoup penser à Banchero là-dessus, où quand il drive, il a toujours le ballon très très haut. Il a le ballon très très haut, et ça lui permet de provoquer énormément de fautes. Et du coup, pour moi, ça fait que tu as un driver qui est vraiment là, et pour moi, qui sera là et très transposable en NBA, avec ce côté un peu walking mismatch quoi, en attaque. Ouais. Puis c'est marrant, mais l'aspect visuel où il joue avec ses manches longues, t'as un truc un petit peu. On dirait un peu un joueur sorti d'un jeu vidéo. Tu vois, que tu serais dit, alors, là, j'ai envie de me faire kiffer un peu. Je vais prendre un grand loupard quand même. Je vais prendre un grand loupard, mais je vais lui faire porter la balle, puis je vais lui mettre des manches hyper longues et une dégaine un peu de Folland, et puis je vais me faire plaisir avec lui, et je vais faire un peu des passes dans tous les sens, quoi. Et je vais me faire kiffer, et c'est vrai que c'est plutôt un kiffeur. Mais du coup, peut-être, toi, FD, qui était peut-être un peu moins convaincu, est-ce que, toi, quand tu vois sa qualité de driver, tu penses pas que justement, peut-être que le fait que, à 3 points, ce soit, déjà, en fait, il y ait très peu de 3 points, et le peu qu'il y en ait, il les rentre pas vraiment. Est-ce que ça, ce manque de gravité dans un petit peu la périphérie, ça peut rendre le drive plus compliqué une fois arrivé en NBA? Clairement, c'est pour ça que j'insistais avant sur l'aspect du pick and roll et sur son jeu après l'écran, justement, parce que pour moi, le décalage est déjà là, ou en tout cas, il est presque créé, et il a été excellent cette année à jouer une fois que le décalage était créé. Il a aussi été capable en NCAA de jouer l'isolation clairement en one-to-one, et puis de créer le décalage. J'ai peut-être un petit peu plus de mal à projeter ça en NBA tout de suite par rapport à ça, puisque physiquement il va être moins dominant. Baptiste en parlait avant, c'est un joueur qui a quand même qui a quand même basé son jeu en NCAA sur sa domination physique en étant plus lourd, mais ne pas oublier qu'il est quand même super mobile et qu'il a des excellents appuis, donc on peut imaginer qu'en NBA ça va passer grâce à sa qualité d'appui. Ceci étant dit, j'ai quand même du mal à le voir autant dominer face à des athlètes NBA qui sont plus longs et qui vont réussir à rester devant lui pendant plus longtemps sur le drive. Donc ouais, moi le drive d'isolation à partir du poste haut, c'est pas quelque chose que je vois forcément se pérenniser en NBA. Par contre, tout ce qu'on a dit avant sur le drive, sur le pick and roll et sur le roll, ça par contre c'est quelque chose qui clairement pour moi est transposable immédiatement à son arrivée en NBA. Parce que moi, du coup, ça me fait penser à un très bon connecteur, en fait. Parce qu'un connecteur, entre guillemets, qui est très bon après un décalage et qui a quand même ce bout de drive qu'il peut utiliser, parce que, tu vois, les connecteurs qui peuvent... En fait, un connecteur, plus il peut vivre après un décalage de manière différente,
plus il est impactant parce qu'entre guillemets, ça devient un créateur tertiaire, entre guillemets, qui profite d'un premier gap, mais qui peut générer peut-être encore mieux derrière. Et du coup, moi, plus vous m'en parlez, plus j'ai l'impression un petit peu de voir un espèce de connecteur vraiment, entre guillemets, très polyvalent dans l'approche parce que c'est pas seulement du short roll et tout, mais du coup, c'est un mec qui va devoir être hyper intelligent parce que il y a pas du tout de shoot, quoi. Du coup, va falloir qu'il s'imprègne un petit peu de ces connecteurs qui n'ont pas de tir. Ça existe. Tu vois, je pense à un mec comme Luke Cornett, j'allais dire comme Sabonis. Oui, c'est pas Sabonis, il a pas de tir en vrai, genre. Donc, Non. Mais tu vois, pas parce que eux, Sabonis a peut-être un peu plus de création, mais Cornett pour le coup a vraiment aucune création et peut quand même impacter en tant que connecteur, même depuis derrière la ligne à 3 points, justement grâce à sa qualité d'écran. Et du coup, vient un petit peu ma question, une autre question. En plus du coup, ce qu'on a parlé avec le ballon et le short roll et le passing, en termes de pose d'écran et de présence au rebond offensif, qui sont deux qualités hyper importantes pour des connecteurs à l'intérieur, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Baptiste ? La pose d'écran et je sais où tu vas aller, Baptiste, et ça me régale. Enfin, j'espère savoir où tu vas aller. Vas-y. La pose d'écran est à caractère variable. Ok. En fait, franchement, pour moi, il y a des moments où il pose pas vraiment l'écran. En fait, t'as presque l'impression qu'il a la flemme, mais je trouve que, en fait, j'aime pas dire ça parce que du coup, tu trouves aussi, il y a des situations où il joue un peu en hub sur un main à main et il y a des moments où c'est un très bon poseur d'écran. Donc, je trouve ça très difficile à lire. Malgré tout, si on est honnête, alors je sais pas, j'ai pas traqué à la main, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup plus de fois sur la pose d'écran, en tout cas, où il va un peu pas trop s'appliquer sur la pose d'écran et essayer de libérer rapidement. Après, c'est aussi parfois intéressant parce que du coup, il glisse un peu l'écran. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ouvre souvent en fait la zone du short roll où là-dessus, il est très bon, quoi. Ouais, c'était pas des ghost screen ou des slip screen, mais par contre, ouais, comme quand il va plutôt vivre sur le short roll, l'écran initial avait pas besoin d'être posé super super fort, et ils avaient leur meneur là, Gillespie. Jacoby ou Gillespie qui était super fort à faire la petite pocket pass et à le trouver dans les espaces. Mais Baptiste, pour moi, met le doigt sur quelque chose dont on va surtout parler sur l'aspect défensif, je pense. Mais dans sa pose d'écran et dans sa lutte pour les rebonds offensifs, le souci pour moi, c'est son moteur en fait. C'est sa capacité à faire des efforts intenses et à les répéter pendant très longtemps. Et pour moi, ça, c'est le gros point faible de son profil. Attention, de son profil en NCAA. Peut-être qu'en NBA, avec un temps de jeu plus limité, ça sera moins le cas. Mais tu parles d'activité au rebond offensif. Elle est là et il a trouvé des rebonds offensifs cette année parce qu'il a des mains et une coordination main-œil et juste l'envergure, on en a parlé, mais juste une qualité de main dont on a parlé sur le handle et sur le passing. On l'a aussi vu sur le rebond offensif, mais pose d'écran est vraiment aspirateur de rebond offensif. Bof, parce que le moteur est pas encore là. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est un joueur très intelligent, très technique, avec quand même pas mal de touchés, qui est au courant de sa flemme. Qu'il est presque... Parce que c'est rare qu'on parle, tu vois, c'est rare qu'on mette le point... Et je pense que c'est bon de le rappeler si jamais il y a des nouveaux auditeurs que c'est rare qu'on parle de moteur et d'envie et de trucs comme ça parce que c'est rare que ce soit aussi transcendant chez un joueur, entre guillemets, et on essaye de se concentrer plus sur le quantifiable. Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est tellement évident que parfois il est un peu en dilettante que tu peux te poser une question sur son moteur. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il arrive presque à compenser ça par son intelligence mais le problème, c'est que peut-être que ça suffira pas à un niveau un peu plus haut, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a le côté un petit peu pas envie, forcément. Et je trouve il y a des matchs où, en fait, il déconnecte complet.
Et t'as des matchs vraiment où la deuxième mi-temps, il est bien défendu et il va avoir une sélection de tirs un peu horrible et ça se retrouve aussi beaucoup en défense et il a plus ce côté un peu, je vais aller lutter au rebond, etc., etc. Je pense qu'aussi il y a le côté où il avait énormément de responsabilités, donc c'est un peu, c'est usant forcément. Et il y a le côté aussi. Je sais pas trop quoi en penser là-dessus, mais je pense que malgré tout, j'ai pas regardé le body fat pourcentage, le pourcentage de graisse qu'il avait au combine, mais je pense qu'il en a un peu en trop, quoi. Ouais. Oui. Et ça aide pas en vrai. Hein. Ouais. Non, mais Non. tu vois, sur ce truc de. Parce que j'aime pas parler d'effort et de. C'est des athlètes de super haut niveau qui suivent moi pour dire t'as la flemme, tu fais pas les efforts. Alors donc que donc je me dis nous bon voir dans un canapé quoi. Ouais, c'est ça, c'est de ouf, de ouf. Je me dis bon, je suis pas trop là pour juger. Si j'étais scout pour une franchise NBA, oui, je le ferais, mais là je le suis pas. Je suis juste un tocard dans son canapé. Mais je me dis quand même, tu regardes je sais pas si tu l'as vu le Baptiste, le match, je pense que tu l'as vu, le match contre Florida au Sweet 16. Mais par contre, là où, franchement, en deuxième mi-temps, en défense, il est horrible sur justement l'implication et l'effort. Et je me dis, c'est impossible que ce soit juste parce qu'il a la flemme. Il peut pas avoir la flemme à ce moment-là de sa saison. Match à élimination directe, March Madness. Donc, je préfère penser à l'explication rationnelle, qui est que actuellement, en fin de saison universitaire, ce qui peut se comprendre aussi, il a un moteur très limité. Et peut-être, comme dit aussi, trop de responsabilités, beaucoup de responsabilités, ça n'aide pas non plus, etc., etc. Mais malgré tout, FD, je sais pas si tu les as vus les autres matchs, ça March Madness, c'est incroyable. Oui, non, mais j'ai vu tout ça March Madness, oui, c'est bien sûr, on est d'accord. Et c'est pour ça que je dis, ça s'explique aussi par le fait que ce soit tard dans le calendrier. Mais oui. Évidemment. Et je sais pas, on n'en a pas trop parlé, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus et peut-être l'avis d'Azad aussi parce que c'est une question un peu plus globale et sur laquelle j'ai jamais trop de réponses et je suis pas du tout arrêté. C'est que c'est un joueur qui, je pense, et j'en suis assez certain, a un très bon toucher de balle. Il y a, je crois, 78% au lancer franc. C'est très encourageant. Ça se voit dans sa sélection, ça se voit dans son toucher près du cercle. Parfois, il a même des tirs un peu en flotteur. Il a vraiment un très bon toucher de balle. Et même, je pense que, tu vois, son pourcentage de réussite est un peu tiré vers le bas par cet aspect où parfois, il va tellement chercher la faute qu'il y a des gros ratés. Il y a des gros écarts, en tout cas. Même sur sa finition, sur drive, etc. Parce qu'il va chercher la faute, mais du coup, c'est des tirs qui sont pas vraiment représentatifs de son toucher. Donc, je pense qu'il a un bon toucher. Maintenant, comme on l'a dit, on a un joueur qui a pris 35 tirs à 3 points, qui en a mis 20%, et qui, pour moi, a surtout un problème de mécanique, qui, en fait, je saurais pas décrire son tir, mais c'est pas vraiment un tir, c'est déjà quasiment que du bras, est-ce que vous croyez que ça peut se travailler, ça peut se changer, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est aussi un peu intrinsèque et que finalement c'est un joueur, et quelque chose que j'avais beaucoup aimé que tu avais dit à Azad pendant la saison, comme quoi, mais il y avait le toucher de finition et le toucher de jump shot, tu vois. Et un joueur par exemple comme Amen Thompson, au final il a un bon toucher de finition, mais il a pas de jump shot, tu vois. Et ça se voit aussi en lancer franc. Du coup, comment est-ce que je dois me situer, moi? Est-ce que je dois acheter ce tir de Derrick Queen ou pas? Je sais pas, mais moi je l'achète pas. Non, mais c'est comme vas-y, Azad. Tu vois, même Adebayo, t'achètes le toucher au lancer franc, mais tu l'achètes pas forcément à 3 points. Et je pense que même s'il y a un toucher de jump shot et un toucher de finition, il y a ta mécanique. Et ta mécanique, entre guillemets, elle peut être cachée au lancer franc, elle va pas être cachée à 3 points, quoi. Et en fait, plus tu t'éloignes, plus si t'as pas les deux facteurs, ça va être compliqué, quoi. Et je pense que là où ça peut être un très bon joueur de lancer franc, et s'il arrive en plus à les provoquer à gros volume, c'est très bien. Mais si la mécanique est trop problématique, le toucher pourra pas le rattraper, malgré entre guillemets le meilleur toucher du monde. Et je pense que si la mécanique est trop problématique, ça me semble compliqué, surtout au vu des distances.
Ouais, on se rend pas toujours compte, mais le ballon, pour aller des mains des joueurs au petit cercle dans lequel il doit rentrer, il y a énormément de distance. Et du coup, bah, si ta mécanique, elle est pas fluide et qu'elle est, entre guillemets, cassée, je pense que le toucher pourra pas toujours sauver ça, quoi. Mais si FD, t'as envie d'acheter un peu plus, je te laisse acheter tes parts. Ah non, 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 c'est Baptiste qui achète. Non, non, moi, je suis pas. Non, non, j'achète pas le tir à 3 points. Je pense qu'il va en NBA, c'est sûr qu'on va lui demander d'en prendre, mais je le vois pas devenir un. Tu vois, Azad parlait avant de son problème de spacing. Je pense que c'est un problème qui va rester inhérent à son profil. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va être respecté. Et je pense que justement, et c'est là que j'ai un peu la question, et c'est là où Baptiste, je veux bien ton avis. Idéalement, on est d'accord qu'on le voit comme poste 5 offensivement en NBA. Maintenant, ça te demande quand même une réorganisation offensive et tu sacrifies un peu de menaces verticales et de menaces verticales, notamment sur pick and roll. Parce que pour moi, si tu le mets en poste 4, c'est un peu un spacing, enfin, c'est un peu un tueur de spacing. Je sais pas comment toi tu projettes. Alors, à la limite, on s'en fout si c'est poste 4, poste 5. Mais est-ce que toi, tu le projettes en NBA à côté d'un autre intérieur non-shooter? C'est une bonne question parce que c'est vrai que là on parle que de l'attaque. On parle que de l'attaque. Oui. Et tu vois, t'as des séquences où je trouve, encore une fois, tu retrouves ce côté où c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un bon passeur. Tu vois, il y a des séquences où il est en hub un peu offensif et il a toujours ce côté sur son passing qui est déjà capable parfois un peu de manipuler la défense. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va assez régulièrement chercher les cuts. Et sur ce côté hub, c'est ça que je trouve assez cool. Et c'est quelque chose qu'on entend parfois assez souvent. Et je sais que les gens d'envergure en parlent souvent, ou ils en avaient parlé avec toi, Azad, mais c'est le côté où il fait la passe là où le joueur doit être. Et pas là où le joueur est. Et sur les cuts, je trouve que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup avec lui. Tout ça pour dire que, moi je pense que offensivement, t'as envie, en tout cas, si tu le drafts déjà, ça veut dire que tu veux en tirer le maximum, d'autant plus si tu le draftes haut, t'as envie de l'avoir en hub offensif, quoi. T'as envie de l'avoir dans un spacing où il va pouvoir driver, il va pouvoir rencontrer le moins d'aide possible, et il va pouvoir jouer le hub, parfois poser des bons écrans quand il en a envie, et trouver des cutters. Et le problème, du coup, ça touche un peu à l'autre côté, c'est que je ne sais pas trop comment faire. Après, c'est vrai aussi que plus j'y pense, plus je me dis, au final, les line-up à 2 bigs, c'est de plus en plus là. Si tu peux faire des pick and roll 4-5 avec lui, c'est quand même cool. Mais encore une fois, si tu pars du principe que c'est vraiment, vraiment, vraiment un non-shooter, pardon, j'ai le nez bouché, c'est les allergies, ou alors c'est les émotions, je ne sais pas. mais si tu parles vraiment du principe que c'est un non-shooter et que tu n'achètes pas du tout son tir, c'est vrai que deux joueurs qui sont vraiment pas des tireurs, c'est-à-dire si tu mets un poste 5, un peu menace de lob, protecteur de panier à côté de lui, c'est vrai que t'as le modèle Houston, quoi, mais qui est quand même une anomalie. Je sais que les line-up à 2 bigs sont à la mode, mais si tu te bases sur une anomalie pour ton modèle, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ouais. Et donc moi j'aurais envie, à moins que tu trouves un peu une autre anomalie, c'est-à-dire un poste 4-5, un autre intérieur, qui peut un peu le couvrir en défense et qui peut apporter du spacing. Clin d'œil. La licorne. licorne. La fameuse licorne. C'était un peu ma question, parce que du coup, s'il joue en un seul intérieur, déjà apparemment c'est peut-être problématique en attaque. Mais qu'est-ce que ça donne aussi défensivement? Parce que du coup, est-ce que si c'est le seul à jouer, si c'est le seul mec qui joue entre guillemets à l'intérieur et qui protège le cercle, est-ce que c'est des choses dont lui est capable? Parce que j'ai cru vous entendre dire, il faudra aussi un intérieur pour le couvrir en défense. Ouais. Du coup, on peut peut-être, maintenant qu'on a expliqué un peu les possibilités, les limites de son rôle offensif, qu'est-ce que... tiens, AFD, ça a l'air de te faire marrer comme sujet. Présente-moi un petit peu le défenseur d'Eric Queen. Vaste sujet, hein. Vaste sujet, le défenseur d'Eric Queen. Tu as 4 heures. Ouais, non, vraiment, mais là, c'est même un sujet de philosophie, hein.
Non, en vrai, remettons un peu de contexte collectif Tout à fait. pour comprendre d'où on vient. Tu l'as dit en intro, Azad, et t'as raison de le dire. Ils ont joué plutôt souvent avec deux intérieurs, avec du coup Julian Reese, qui est le frère de Angel Reese, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein? Oui, Angel Oui, Reese. oui, Bah, oui. c'est son frère. Moins de rebonds offensifs, mais un meilleur pourcentage au tir. Et du coup, on a beaucoup eu notre ami Derek Quinn, euh, un peu caché défensivement, très clairement. J'ai l'impression que à la fin de saison, c'était clairement ça. Le but, c'était de le mettre au fond d'une zone 2-3, donc au fond, au centre du coup, d'une zone 2-3 qui était en fait une zone match-up. Donc tu commences en 2-3. Et puis au final, au bout d'un moment, au bout de un ou deux pick and roll, tu passes sur une indiv. Mais où du coup, en fait, on a eu sur les minutes que j'ai vues, un Derrick Quinn qui défensivement était pas trop impliqué. Pourquoi? Enfin, pas trop impliqué. En tout cas, pas trop impliqué sur le point d'attaque. Puisque le but de la défense de Maryland, justement, c'était de le sortir du point d'attaque et qu'il puisse pas trop être ciblé. Ceci étant dit, malgré le fait qu'il a été quand même assez protégé, il y a quand même des séquences sur pick and roll où on l'a vu faire du switch, et sur le switch, globalement, quand c'était sur des drives en ligne droite, ça tient la route face à des extérieurs du NCAA, donc sur un spacing qui est moins grand qu'en NBA. On l'a vu faire du show, du edge, avec tous ces soucis de moteur dont on a parlé un peu avant, donc c'est pas des trucs super dissuasifs. Par contre, là où on parlait d'excellentes mains en défense, on les a aussi, quoi. Les lignes de passe, l'intelligence de jeu, on l'a encore. La présence au contre, alors c'est pas une présence verticale, mais c'est un mec, en fait, comme on l'a dit, c'est un mec intelligent, donc qui se place bien, qui fait peu d'efforts, mais qui est souvent au bon endroit. Donc voilà, tant qu'il est pas au point d'attaque, en vrai, ça passe. Il fait pas trop d'efforts, mais il est bien placé, donc il n'a pas besoin d'en faire trop. Voilà un peu comment je résumerai notre ami Quinn. Bah, moi, il me fait quand même penser, parfois, quand vous en parlez un petit peu, il me fait un peu penser à un Serbe, quand même. Oui. Il y a des similarités, on va dire, dans les limites du profil de Jokic, on retrouve un petit peu Quinn. Oh, dans les bien aussi, j'ai l'impression. dur, franchement. J'ai l'impression que dans les trucs positifs aussi, on les retrouve un petit peu. Et j'ai l'impression que Jokic, il y a beaucoup de choses où c'est aussi le stéréotype qu'on s'en dit. J'ai l'impression que c'est peut-être la version stéréotypée sur l'aspect. J'ai l'impression que c'est la version stéréotypée de Jokic au niveau des aspects négatifs entre guillemets, mais du coup qui a aussi certaines capacités un petit peu positives pour pouvoir les combler. Quand vous parlez des mains, de la lecture, bon après niveau physique ça reste quand même grandement différent. On n'est pas sur un ovni comme Jokic, mais c'est vrai que tu es obligé un petit peu d'y penser. Mais du coup défensivement, soit tu construis quelque chose d'hyper solide, un petit peu comme Orlando, où en gros le but c'est tu peux jouer sans vraiment protecteur de cercle parce que tu mets une telle pression sur les porteurs de balles et tu coupes tellement un petit peu l'accès au drive que tu protèges de cette manière-là. Et par contre, Orlando, tu vois, comme défense, c'est une défense qui donne des gros pourcentages de réussite au cercle, mais pas forcément beaucoup de volume parce que c'est les mecs de devant qui défendent concrètement. En gros, c'est le seul moyen d'arriver à le faire défendre sans un autre protecteur de cercle à côté, parce que sinon il va falloir que... Et en plus les défenses vont aller le chercher un peu sur le pick and roll aussi, quoi. Enfin, je sais pas, C'est même ça, s'il ouais. est malin, ça va être difficile de se cacher, quoi. Ouais. Et ça fait peur parce que pour moi, en défense, je pense que comme dit, il y a ce côté, les mains sont vraiment excellentes, quoi. Mais vraiment excellentes et très très rapides, je trouve. Et le truc, c'est que moi, si on est dans les noms, alors déjà par rapport à Jokic, juste, comme t'as dit, la grande différence, c'est quand même, malgré tout, il est plus petit et ça joue énormément. Mais il y a un joueur à qui il me fait penser en défense, et ça ne me fait pas forcément plaisir de le dire, mais sur le pick and roll, en tout cas sur sa défense du pick and roll, il me fait penser à
Taratatatam, Karl Anthony Towns. Et en fait, Ah, pour ouais. moi, il a ce côté assez lourd sur ses appuis. Et pour moi, je vois les mêmes similitudes sur un aspect, c'est dès qu'il doit traverser un écran. Dès que c'est un Spain pick and roll, il est coincé dans l'écran parce que voilà. Dès qu'il y a un ram screen, il se prend le ram screen de plein fer et après il est en déséquilibre. Et oh bah tiens, le porteur de balle, il peut split le pick and roll, quelle surprise. Et des choses comme ça. Et quand il fait un drop, en soi, je pense que la technique est pas mauvaise, les angles qu'il a ne sont pas mauvais, mais il a ce côté où bah il manque de verticalité, et il peut pas jouer un drop quoi. Ouais, Il c'est peut ça. pas jouer un Il drop. peut pas. Donc sur le pick and roll, c'est ça qui fait un peu peur. Maintenant, je trouve aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les défenses NBA aujourd'hui sont tellement créatives, sont tellement avancées que je sais pas. Pour moi, il y a quand même des choses à faire un peu sur des schémas de plus, comme dit, de switch ou de choses comme ça, switcher et le protéger derrière. Alors oui, il y a des moments où bah, il se fait complètement avoir par des tout petits sur de l'isolation, évidemment. Mais pour moi, il y a, c'est pas comment dire, c'est pas un 0 sur 20 en défense, quoi. Ok. Ouais, mais moi, la question que j'ai, c'est peut-être une question un peu plus macro. Disons que c'est un 5 sur 20 en défense. Est-ce qu'il est si fort en attaque pour que tu te dises, bon, ok, il faut qu'on construise un truc défensivement autour de lui? Est-ce qu'il en vaut le sacrifice? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais pour moi, on en revient. En vrai, la discussion autour de Jokic est assez intéressante parce que ce qui fait Nikola Jokic et ce qui fera Derrick Queen pour moi et qui va un peu tout libérer avec lui, c'est un truc très très con, c'est à quel point il est efficace en fait. À quel point il est efficace au scoring parce que si t'es un joueur de post-up, de drive et un peu walking mismatch tout le temps qui est à 110 de true shooting plus, bah c'est pas la même que si t'as Julius Randle qui est finalement jamais au-dessus de la moyenne en efficacité, tu vois. Ouais, mais parce qu'il y a quand même un truc qu'on a oublié de dire. Enfin, je sais pas, non, on a bien fait de pas le dire parce que les stats en NCAA, on s'en fout. Mais il faut quand même rappeler la production statistique de ce mec. On a dit c'est un freshman, première année. Énorme utilisation offensive cette année à Maryland. Maryland qui finit dans les top, Maryland qui finit dans le top 30 des attaques cette année, avec Derrick Queen comme principal créateur. Donc voilà, juste pour rappeler un peu le truc, c'est que oui, il a déjà prouvé qu'il était capable d'être efficace en étant énormément responsabilisé en attaque. C'est vrai J'ai une petite question, moi, en termes d'efficacité. Un mec qui fait genre 3 turnovers pour 2 assists. Ah, Alors, c'est en pour vrai, vas-y, Baptiste. Je pense que je suis d'accord avec toi, Baptiste, mais vas-y. Allez, vas-y. et c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Mais pour moi, en fait, il y a ces pertes de balles. Il y a un aspect où on va se dire, ok, déjà pourquoi il fait si peu d'assists entre guillemets si c'est un créateur génial. Bah, en fait, je pense que c'était surtout et avant tout pour une raison, c'est que c'était le meilleur scoreur de Maryland. Ouais. Et que tu avais plus envie que lui il score plutôt que lui il trouve une skip pass pour un gars qui est à, je sais pas, 25-30% à 3 points. Et voilà. Et deuxième chose, je pense que énormément, et ça c'est un truc qui paraît pas dans les stats, mais énormément de ces pertes de balles, et quand je dis énormément, je dis vraiment énormément, viennent pas des passes, mais viennent en fait des stunts. C'est-à-dire qu'il a un bon handle De ouf. pour déséquilibrer son adversaire direct, mais dès qu'il y a un stunt, beaucoup de stunts peuvent lui faire créer des pertes de balles, en fait, tout simplement. Et du coup, on en revient aussi à l'importance pour lui d'avoir de l'espace finalement en attaque. Mais du coup, je pense vraiment que il y a malgré tout de très très bons indicateurs sur son côté passing. Et juste une stat qu'on n'a pas dise, mais il est à 55 de free throw rate et c'est quand même énorme. Mais oui, non, mais ça j'avais vu. C'est juste que tu vois, quand tu regardes un peu les stats avancées, tu vois 16% de turnover rate pour 11% d'assist. Il y a les ballons qui sont perdus quelque part. Oui. Non. Mais oui, déjà il y a un coup d'opportunité, il y a le manque de spacing et il y a aussi, je pense que c'est des joueurs peut-être quand ils sont un peu fantasques et puis le niveau peut-être de compétition et de
responsabilisation et de sérieux est peut-être parfois un peu différent, mais j'avais quand même aussi de... Vu qu'on parlait d'efficacité, je trouve qu'on oublie parfois les turnovers dans la notion d'efficacité. Et c'était intéressant de pouvoir un peu mettre la main dessus. Mais c'est vrai que pour donner un peu une idée free for rate pour ceux à qui 55 ça paraît rien, ça veut dire que il a tenté 364 tirs à 2 points. Et en plus de ça, il y a plus de 200 lancers francs tentés. Donc ça veut dire que la proportion à tirer des lancers francs est vraiment très très grande. Et du coup, comme il est il a plus de 75% sur les lancers francs de réussite, ça tire vraiment son efficacité vers le haut. Et il est presque à 1,2 points par tir tenté. Mais après, comme FD a dit, les stats en NCAA, vu que tu peux jouer contre des pipes et que tu peux jouer contre Duke d'une semaine sur l'autre ou à une partie ou l'autre de ta saison, c'est hyper difficile d'arriver à en déduire quelque chose de concret, mais voilà un peu des indicateurs, disons, sur lesquels on peut regarder en voyant un petit peu le profil. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le podcast, j'ai appris plein de choses. Est-ce que, avant de passer un petit peu aux projections, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, je vais prendre la main parce que pour Vas-y. des raisons qui resteront anonymes. Mais je vais prendre la main. En fait, comme dit, je pense, et vraiment j'insiste un peu là-dessus, mais pour moi, vraiment, un peu toute la discussion autour de lui peut un peu se résumer sur est-ce que ça va être un scoreur efficace ou pas. Et je sais pas si on en a assez parlé, tu vois, finalement, de son scoring. Tant pour moi, ça change un peu tout avec lui. Et le premier truc, enfin, le premier truc, on en a déjà dit 50 000. Mais tu vois, un autre truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est finalement, c'est un joueur qui, athlétiquement, a une vitesse de hanche aussi, qui est un peu sous-estimée, etc., etc. Et finalement, il a énormément de qualité. Et moi, je suis vraiment à un shoot d'acheter Derrick Queen vraiment très haut. Parce qu'il y a aussi un côté qui revient aussi un peu souvent avec lui. C'est le côté, et on n'aime pas trop en parler ici, mais faut en parler. Mais le côté frustration. Le côté frustration avec lui, pour moi, il est assez réel. Dans le sens où c'est aussi sur sa sélection de tir, ça se voit beaucoup et ça on l'a pas dit. Il y a des matchs où il va pas réussir, il va être bien en aide, il va être obligé d'arrêter son dribble avant d'aller jusqu'au panier, alors que c'est là où il est excellent. Et il va prendre des tirs à mi-distance, des fade-away sur un pied, des choses comme ça, qui sont vraiment des mauvais tirs, parce que quand il arrête son dribble, il a quand même cette tendance à prendre aussi, malgré tout, le tir, et à très vite se frustrer et à parfois enchaîner 2-3 post-up où ça se transforme en fade-away, etc. Et finalement, ce jeu-là, il l'a pas, même s'il y a des highlights où il met des fade-away sur un pied, etc., etc. Mais finalement, ouais, moi je pense que je suis à vraiment un tir un peu fiable d'acheter Derrick Queen très très haut, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs excellent du point de vue offensif, et défensivement. J'ajoute un truc pendant qu'on retrouve FD. Je suis là. Mais on n'en a pas parlé, mais tu vois, je trouve que défensivement, il a un apport au rebond qui est limite plus intéressant qu'en attaque. Ouais, de ouf. Non, défensivement en rebond, c'est sympa. Notamment, je pense qu'il faut remettre ça aussi collectivement, c'est qu'il était souvent en bas en défense, comme on lui demandait pas de faire grand chose d'autre. Mais ouais, sur la qualité de box out. Et juste sur l'agressivité au rebond défensif. Et un truc super, c'est que les équipes NBA adorent quand, après le rebond défensif, c'est ton créateur qui a tôt la balle dans l'horloge des 24 secondes. Et Derrick Queen, c'est parfait parce qu'il prend son rebond défensif. Et à Jokic, c'est lui qui va monter la balle, et c'est lui qui va mettre en place le jeu, et c'est lui qui va faire la première passe. Donc voilà, il a aussi ce côté initiateur de contre-attaque, initiateur de transition, parce que quand c'est lui qui prend le rebond défensif, la passe de transition, la outlet pass, elle part très très vite, et c'est ton meilleur joueur pour faire ce type de passe. Okay. Tout à fait. Et je l'avais noté en plus. J'avais noté dans les notes, mais c'est vraiment un truc en plus de son profil, c'est que c'est un vrai moteur de transition. Un vrai moteur de transition.
Et il y a aussi des pertes de balles qui viennent là-dessus parce que parfois Oui, bah, il te tente des touchdowns de l'espace, quoi. et comme il a genre 4% de block percentage et 2% de steal percentage, là, c'est un peu un playmaker défensif entre guillemets par ses mains plus que par son moteur, mais du coup, bah, s'il est au début de la transition, entre guillemets, à la création de la transition, c'est bien de l'avoir aussi un petit peu j'allais dire comme lance-roquette. Est-ce que ça se dit un lance-roquette pour la transition? En vrai, comme quarterback, non, de la Comme transition. quarterback, Ouais. exactement. Merci beaucoup. Quarterback du coup, mais pour le projeter en NBA avant de l'envoyer en NFL, bon, on va peut-être pas faire des awards parce que je suis désolé Baptiste, mais j'ai quand même pas l'impression que je vais pouvoir vendre un over-under All-Star sur cet épisode. Quelle honte. En Est-ce vrai, que- All-Star, ça se tente. Oh les gourmands. Allez. Oh là là. Ok, ah bah c'est parti. Ah mais attends, Alors, parce qu'on vit quand même dans une dystopie là où Baptiste il nous dit bah soit il est trois fois MVP, soit il joue en Russie ou en Espagne dans 2 ans. Donc C'est ce que j'ai dit au début du podcast, mais ouais, j'ai pas oublié, j'étais là. t'étais là et t'étais concentré, ça fait plaisir, franchement. Du coup, over ou under 10 saisons en NBA? Ah, le salaud. Bah, Bah ça dépend du tir, non? Non, alors tu vois, juste plus sérieusement, Baptiste, toi ton swing skill, on va dire, c'est son tir. Pour moi, c'est ce qui Original. peut rester. Enfin, swing skill, ouais, le truc qui va changer, qui va faire une très bonne carrière ou pas. Toi, c'est plutôt le tir extérieur, si j'ai bien compris. Moi, c'est ce qui peut rester sur le terrain en défense, en fait. Moi, c'est Ouais. plutôt ça. Est-ce que L'attaque me fait pas trop peur, même sans tir. C'est les vraiment mecs qui Ah sont ouais, très oui, bons c'est à la vrai. passe et à la lecture et qui font 2m10, ils peuvent survivre sans tir. ouais. Oui. S'il y a En le vrai, reste. Kelly Olynyk a fait quand même de sacrées saisons en NBA, un sacré paquet de saisons. Est-ce qu'il Non, avait, mais- il avait pas un petit tir quand même le Ouais, il a un tir, mais Mais c'est par pas. contre, défensivement, c'est vraiment une pipe, quoi. Ouais, voilà. Et sa grosse valeur, c'est quand même qu'il peut bien passer, quoi, pour sa taille. Ouais. Mais il passe pas énormément. Bah, il passe un peu en mouvement. C'est un peu un. Mais tu vois, c'était quand même plus de la passe niveau stationnaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses intéressantes. Mais du coup, FD, si je comprends bien, Non, toi, mais- on va dire. j'ai posé une question. J'ai dit over-under. Attends, mais c'est par rapport à c'est par rapport à sa réponse là. Laisse-nous entre kiffeurs. Mais du coup, même sans son tir, tu crois que ça peut être un scoreur efficace? Ouais. Ok. Ouais, je pense, mais pas forcément sur de la création pure, mais enfin pas forcément sur de la première création, premier Mhm. couteau quoi. Mais il occupe tellement bien les espaces, il est tellement bon sur le short roll et il a il a un toucher quoi. Que oui, j'ai pas de mal à le voir scorer efficacement en NBA. Ok. Et du coup, là, il faut que je réponde à quoi comme question de nouveau? Est-ce qu'il va être 3 fois MVP Ah ou oui, seulement oui, 2 oui, fois oui. MVP pour toi? Oui, oui, il fait plus de 10 ans à NBA, oui, oui, oui. Ok. Fait plus. Et FD? Je croyais que tu m'avais oublié. Allez, à 10 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. Moi, je vais dire moins. Allez, je lui souhaite pas, hein, mais je vais dire moins juste parce que 10 ans, c'est quand même rare. Baptiste, les mecs. il est énervé derrière son écran là. Eh, mais les gars, c'est rare des mecs qui font 10 ans en NBA, même des Cameron fois- Payne, il a fait combien de temps en NBA? Ah, bah, Cameron Payne, Beaucoup trop. En tout cas, une saison de playoff de trop à New York. il a fait 2 mois de trop. Il a 3 semaines. Est-ce que over-under 2 saisons titulaires en NBA? Ouais. Vas-y, toi. Over. Over. Titulaire, Ouais. attendez, titulaire, genre titulaire, hein, pas titulaire Kate Bogans, hein. Ah oui. La rêve d'ancien. Ça, c'est- Alors que t'aurais pu les dire podcasts- Jackson Hayes. Ah, On a Jackson Hayes Faut maintenant. changer. Keith Bogans, le frérot, il a un truc pour lequel il est connu depuis 2009, ça va pas changer. Ouais, écoute, moi je fais des podcasts avec Guillaume, c'est toujours sa rêve pour parler de ces mecs-là. Je reste là-dessus. C'est la rêve de Ben Taylor aussi. Plus over parce que Donc au moins 3 saisons comme titulaire. bah oui, bah de toute façon déjà de première chose, si moi j'y crois pas, il faut quand même qu'il y ait un positif dans ce podcast. Donc voilà. Et non, en ce moment, moi je pense que déjà il y a une équipe qui va le drafter. Ah ouais. Alors on verra qui ce sera.
Analyse. Mais il y a une équipe qui va le drafter, et ouais, analyse. Et cette équipe, elle va croire en lui puisqu'elle l'aura drafté. Jusque-là, vous me suivez. Analyse 2 fois. De suite. Double analyse. Tout Et va donc aller. cette équipe qui va croire en lui va le faire jouer, n'est-ce pas? 3. 3 analyses de suite. Mais attends, mais Et du coup, je il y a pense que, trois ouais, mais pour lui, enfin, t'as dit 2, hein. Donc je pense Non, que bah, tu vois, j'ai tu vas dit le. tu over vas- under. Donc c'est soit plus de 2, soit moins de 2. Bah, dans le pire des cas, il fait une saison titulaire rookie. Après, il commence la deuxième, il passe sur le banc. Et il y a une autre équipe qui va venir trader pour lui redonner sa chance 6 mois. Et voilà, donc Il va il se faire- fera ça fait au moins pas 2 saisons. 3 saisons. Si, ça fait 3 saisons. Il va se faire redrafter. Il va se redrafter. Voilà. redrafter. Mais le problème, c'est que s'il se fait redrafter, il aura déjà 23, 24 ans, quoi. Le pauvre. Non, mais over. Over. Et FD? Ouais, over aussi. Over pour la titularisation. Ok. Ouais. Alors, Parce on que va Thomas parler Bryant juste- a été titulaire longtemps quand même en NBA. C'est vrai. Oui. Voilà, alors. Après, Thomas Bryant a mis des 3 points. Hein. Je sais pas si vous avez vu récemment. Allez. Allez, on va parler un peu de l'année prochaine. Over ou under All Rookie Team. Ah, typiquement, c'est un mec qui peut mettre des points, qui peut être efficace en mettant des points. Ça sent la All Rookie Team, ça. Ouais, ça sent la All Rookie Team. D'autant plus que il y a énormément de mecs à la draft qui ont retiré leur nom, quoi. Et elle est pas. Enfin, après, moi, j'ai pas vu 50 000 gars non plus. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas très deep, cette QV. Donc, ouais, je pense qu'il peut l'être. Ok. Et Et qu'il va l'être. ensuite, over under 0,5 sélection All-Star Game. Je pense que vous avez compris que je vais prendre le under. Oui. Je veux juste voir à quel point il croit à son rêve. J'ai cru- J'ai cru que t'allais dire, je vais juste voir à quel point il est con, celui-là. Non. Non, mais moi, quand vous parlez d'un joueur comme ça, moi, forcément, j'ai envie d'y croire, tu vois. Genre, c'est-à-dire qu'on regarde quand même du basket pendant des heures. C'est quand même beaucoup plus sympa quand les mecs qu'on regarde jouer au basket, c'est des mecs comme ça que Eric Gordon, tu vois. No disrespect whatsoever to Eric Gordon, mais c'est peut-être le joueur le moins kiffant à regarder jouer, je pense. Faudrait faire un Ah, c'est- c'est marrant, c'est qui ça? Le joueur le C'est moins qui, kiffant. le joueur le moins Le joueur le kiffant moins kiffant. Eric Gordon, je pense que c'est vraiment le truc qui m'inspire le moins. Au moins, il met des 3 points, tu vois. En genre, vrai, PJ Tucker, fin de carrière, c'était quand même. C'est le Et donc contraire les du mecs kiff. Houston, quoi. Les mecs statiques de Houston, finalement. Ryan Anderson. Ryan Anderson. Eh, il y a c'est quand clair, même- il y a frère. quand même un truc avec Ryan Anderson, c'est que t'as envie de penser qu'un mec qui a la gueule de ton comptable peut jouer en Il peut le NBA. faire. Ouais. Ouais. Mais ça répond pas à la question, du coup. Non. Oh, Moi, ouais, je ouais. pense. All-Star Je pense que je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Ouais. C'est qu'il y a un nom qui est pas sorti et qui est peut-être le plus proche pour lui, je trouve aussi. Mais Alperen Sengun a été All-Star cette année. Je savais que t'allais Donc dire. je vais dire oui. Allez. Ils font la même taille. Il est pas plus grand, Sengun? Ah, quoique, peut-être pas. Non, je pense que Quid est plus grand. Ah ouais? C'était aussi une de mes comparaisons, Sengun, s'il fallait en faire une. Ok. Bon. Ah, Eh Sengun ben- fait 2m11, les gars. Ouais, donc il est plus grand, oui. Il est un peu plus grand. Est-ce que, ensuite, dans quelle équipe vous avez envie qu'il soit drafté? Je laisse FD répondre. Parce que ma réponse est toute trouvée. Attendez, faut que je sorte la loterie un peu. Là. NBA Draft 25. Alors, putain. La réponse Bah. est toute trouvée, Baptiste. Les Mavs? Non, pas les Mavs. Bah oui, pour moi, la réponse est évidente. Hein. Ah ouais, non, moi, tu vois, j'ai pas... Non, mais on va pas l'envoyer aux Spurs au deuxième tour. Baptiste, hein. Ah bah oui. Bah oui. Bah... Ah bah je sais pas si on a la même, mais en vrai, il y a les Spurs en 14. Ouais. Ah, ah oui, d'accord, on n'est pas du tout sur le même truc en fait. Toi, tu l'avais quoi? Vas-y, Baptiste. Tu l'avais à Utah en 5 comme tout le monde. Non, à Washington. À Avec Washington, avec Alexar, Bilal Koulibaly, pour le protéger un peu.
Ouais, c'est vrai que c'est Marcus kiffant. Smart. Ah non, mais moi, si ça, Mais attends, mais s'il y a bien si un c'est à truc que je Washington, on veux va cette créer année, une chaîne YouTube. avec Marcus Smart et tout, mec, c'est la folie, hein. Ouais. Là, Après, il je envoie. connais pas tellement la draft pour me dire est-ce que ça vaut le coup de le prendre en 6, tu vois. J'ai moins de visu que toi sur l'ensemble de la classe. Bah, Ok. à chaque fois que je vois une mock draft et je vois marqué Ace Bailey en 4 et 5, ou 3, parfois je suis là genre, mais avons-nous le même internet finalement? D'ailleurs, Avons-nous accès Derrick aux Queen, mêmes Derrick Queen choses? qui a contré Ace Bailey, hein. Ace Bailey qui a été contré par Derrick Queen dans leur match. Ok, bon, du coup, soit les Spurs, soit Washington. Washington, ça ferait haut quand même, hein. Je suis en train de penser. Ils ont qui Toronto à l'intérieur maintenant? Jacob Poeltl. Bah, moi, franchement, pour moi, c'est un peu sa range, hein, entre 5 et 10, hein. Ouais, ouais, non, j'allais dire aux Pelicans, mais ça aurait pas de sens basketballistiquement parlant. C'est dur quand même un profil comme ça à foutre quelque part, hein. Portland, sinon, est-ce que Portland ça peut être pas mal? Dans... Entouré de, tu vois, des Portland Ouais. avec Toumani autour. Bon, avec Toumani. Scoot et Donovan Clingan et Shaedon Sharp. Bon, Shaedon Sharp, ça peut être sympa, mais ouah. Ouais. Non, Ah. t'as pas. Ouais, Il est non, compliqué c'est- à placer ton pote en même spacing, temps. spacing, Ouais, c'est sinon le compliqué. hein. Jazz, hein. Moi, j'ai soit Washington, soit Chicago, soit San Antonio. Bah, en vrai, San Antonio, c'est facile parce que tu le mets à côté de Wemby. J'ai l'impression que tu peux mettre tout le monde à côté de Wemby et ça passe. Bah, sauf De'Aaron Fox Chi- apparemment. Chicago. Chicago qui joue vite, ça peut être marrant. Tu joues vite, ils en ont rien à faire de la défense, ils essayent un peu de rajeunir le truc avec Kobe White, Bouzelis, ça peut être sympa. Ça peut être le D'ailleurs, début de Kobe quelque White- chose. D'ailleurs, Kobe White, il s'est pas blessé en playoff comparé à. Comment il s'appelle? Le mec qui est moins fort que Kobe White. Darius Garland. Voilà, juste un truc, c'est que Kobe White ne se blesse pas en playoff. Parce qu'il ne joue pas. C'est un combat complètement fou quand même que t'as à FDR. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Fantastique. Bah écoutez, je m'amuse de plus en plus à faire ces. D'ailleurs, ça m'inquiète à quel point je m'amuse à faire ces profils de draft. En tout cas, à vous écouter les faire. Mais on s'est encore bien marré. On aura encore bien appris. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui ont dû lancer Derrick Queen mixtape sur YouTube. Enfin, pas mal de mecs. S'il y a des personnes qui nous ont écoutés et qui nous écoutent encore, déjà merci. Et on espère que vous avez pris plaisir à nous écouter parler de ce joueur. Je vois qu'on a fait presque 1 heure sur un joueur qui va jouer en Hongrie dans 2 ans. Mais en tout cas, Mais tu pourras scouter du coup. Que tu et que je pourrais scouter du coup à côté de Tyler Thomas, exactement. Oh, tu lances les noms comme ça, t'as le droit? Ouh là là. Oula, les Oula. garçons. Bah, personne ne sait pourquoi. C'est vrai. Faites les liens dans vos têtes. Vas-y. De toute façon, à mon avis, là, ça fait. Il y a plus personne Il qui y a écoute fait là. plus de 55 minutes qu'on parle d'un mec qui n'a pas joué longtemps. Bref, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont soutenus aussi tout le long des playoffs et cette saison. On doit arriver à la fin de la première saison d'enregistrement. Merci beaucoup à FD d'avoir pris le temps de venir nous éclairer Ouais. sur Derrick Queen. Et puis merci à Baptiste de nous avoir amené ce profil pour les romantiques que nous sommes. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Oh là 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 là, on est de retour, l'épisode n'est pas fini. Comment ça? Eh oui, je vous surprends, je surprends Azad, je surprends FD puisqu'ils ne sont même pas au courant que cet extra a lieu. Mais alors pourquoi est-ce qu'on joue les prolongations? Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas classé Derrick Queen dans le board. Alors bon, c'est peut-être futile pour certains, mais ça permet quand même malgré tout d'un peu évaluer le prospect et ce qu'on en pense, parce qu'on a dit plein de choses. Voilà, après parfois on a rigolé un peu, Jokic, etc., des similitudes. C'est vrai, mais malgré tout, ça reste pas Nikola Jokic. Mais alors, où est-ce qu'il va finir dans ce board? Bah déjà, rappelons
l'état du board actuel, donc on a Cooper Flagg en 1, Dylan Harper en 2, on a classé Con Knuppel en 3, devant Colin Murray-Boyce que Ilmatic avait classé en 4, devant Kasparas Giakouchenis, devant Trey Johnson, devant Kaman Malouak et devant Ace Bailey. Alors déjà, quand je vois ça, j'ai envie de tout changer. J'ai envie de tout changer. Non, plus sérieusement, je sais pas. On verra peut-être un reclassement. Mais Derrick Queen, où est-ce qu'on le met dans tout ça? Bah, c'est vrai qu'il y a cette upside de création qui est réelle et qui est pas là chez tout le monde. Maintenant, bah, faut aussi dire que les red flags, ils sont quand même énormes. C'est-à-dire que c'est un joueur avec d'énormes compromis défensivement. Et bah, c'est vrai qu'il y a la question du shoot, de l'âge. Il y a aussi un côté où c'est pas forcément un énorme rebondeur offensif. Des petites choses comme ça. Et le handle, il est très bon, mais il est pas non plus parfait. Du coup, bah, j'ai envie de le placer derrière Giakouchenis parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les pics au-dessus, les 5 premiers pics, même si c'est MB, je sais pas trop, mais me paraissent assez safe. En fait, dans cette draft, je vais y arriver, ce que je trouve intéressant sur le haut, c'est que Knuppel, Giakouchenis et Murray-Boyce, c'est pas forcément les plus hauts plafonds. Mais ce que je trouve intéressant avec eux, c'est que j'ai du mal à les voir en dehors de la ligue assez rapidement. Même si Giakouchenis, il y a ce côté avec énormément de pertes de balles qui m'a un peu fait réfléchir ces derniers temps. Donc voilà, j'ai envie de le placer en 6ème, peut-être en 7ème, mais en 6ème pour l'instant on va dire. Allez, faisons comme ça. De toute façon, il sera reclassé très vite avec Titouan qui va venir faire, je n'arrive plus à parler, le profil de VJ Edgecombe qui sera sans doute le dernier avec un invité. On aura fait 10 profils, c'est déjà pas mal, et peut-être qu'avant la draft, dites-moi si ça vous intéresse. De toute façon, vous devez être plus beaucoup à ce moment-là à écouter. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je fasse peut-être des profils, on va dire, par package. Par exemple, les ailiers, ceux que j'ai vus et que je trouve intéressants. J'avais dans l'idée peut-être de faire Carter Bryant avec Rashir Fleming et notre ami Aduchero, et faire un groupe peut-être avec Fears, Demin et Danny Wolf. Peut-être Walter Clayton Jr. et Jace Richardson. Et après les intérieurs avec Thomas Sorber que j'aime beaucoup et Asa Newell et peut-être Maxime Reynaud. Bon bref, peut-être qu'il n'y aura que 2 extra bonus en plus. Je ne sais pas trop si ça en vaut la peine. En tout cas, on aura fait au moins 10 profils dans le détail. C'est déjà pas mal. Et sur ce, je peux enfin vous libérer. Vous souhaitez un bon week-end. Normalement, ça sort le samedi matin, donc un très très bon week-end à vous, une belle semaine, une belle fin de journée, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Je vous fais des bisous et à très vite. Ciao ciao.